Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 20e numéro du magazine de la FDV. Bonjour à tous et bienvenue. Retrouvons tout de suite les titres avec Gérald du numéro de ce mois. Au sommaire, pour ce mois, nous découvrirons tout d'abord un adage, l'adage Testis unus, testis nullus. Nous évoquerons ensuite les actualités développées dans le magazine de la FDV, l'histoire ensuite de l'un des grands arrêts du droit administratif français, et après l'extrait de l'interview juridique du mois, nous évoquerons les journées du e-learning. Tout de suite, l'adage Testis unus, testis nullus. Testis unus, testis nullus. Un seul témoin, pas de témoin. Cet adage signifie que le témoignage d'une seule personne ne suffit pas pour établir la preuve d'un fait en justice. Concernant les brèves qui vont être développées maintenant, vous savez que vous pouvez retrouver la version complète de cette gazette sur le site de la faculté de droit virtuel sous la rubrique Gazette. Alors comme habituellement, nous allons d'abord voir une première partie actualité jurisprudentielle et une deuxième partie actualité législative. Alors concernant l'actualité jurisprudentielle tout d'abord, la gestation pour autrui face à l'ordre public international français, c'est le rejet confirmé de la théorie du fait internationalement accompli. C'est l'affaire dite des jumelles de Californie. La Cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 18 mars 2010, statuant après renvoi de la Cour de cassation le 17 décembre 2008, retient l'annulation de la transcription sur les registres du service central d'état civil français des actes de naissance américains des deux fillettes nées de mères porteuses en raison de leur contrariété avec la conception de l'ordre public international. La Cour de cassation opte pour la question préjudicielle plutôt que pour la question prioritaire de constitutionnalité. C'est donc une décision du 16 avril 2010. Question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne contre question prioritaire de constitutionnalité. La Cour de cassation provoque un dialogue des juges au sommet de la hiérarchie des normes en s'adressant à la Cour de justice de l'Union européenne et en interpellant le Conseil constitutionnel sur l'articulation des contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité. Autre décision, des jeux de hasard et de la nécessité d'admettre la priorité possible de la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et sur la question prioritaire de constitutionnalité. Même chose, le Conseil constitutionnel, par une décision du 12 mai 2010, répond à la Cour de cassation s'agissant de l'articulation entre les deux questions en concédant que la priorité va à la première. Et enfin, droit de mutation et libre circulation de capitaux. Là, je cite, la Cour de justice de l'Union européenne, par une décision du 22 avril 2010, les dispositions combinées des articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation d'un État membre qui prévoit pour le calcul des droits sur les donations, que l'abattement sur la base imposable en cas de donation d'un immeuble situé sur le territoire de cet État est inférieur lorsque le donateur et le donataire résidaient à la date à laquelle la donation a été effectuée dans un autre État membre, à l'abattement qui aurait été appliqué si au moins l'un d'entre eux avait résidé à la même date dans le premier État membre. Passons maintenant à l'actualité législative. Alors, point important, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, c'est le projet de loi en commission mixte paritaire du 12 mai 2010. C'est une nouvelle exception au sacro-saint principe de l'unicité du patrimoine. Après le contrat de fiducie, apparaît le IRL qui permettra à une personne physique d'isoler son patrimoine professionnel, consacrant ainsi finalement dans le cadre de son activité professionnelle une corrélation. L'arrêt Barrel du Conseil d'État nous ramène quelque peu dans l'histoire et plus précisément à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En effet, à cette époque, le Parti communiste a une popularité qui ne cesse de s'accroître. Et c'est dans cette ambiance que messieurs Barrel, Guyadet, Fortuné, Lingois et Bedjaou, comme de nombreux autres jeunes, avaient pris leur carte au parti. Parallèlement à cette activité militante, tous les 5 étaient des étudiants qui avaient commencé à passer leur été loin des plages, à réviser pour le concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Mais, à quelques semaines du concours, nos 5 étudiants constatèrent qu'ils ne figuraient pas sur la liste des candidats admis à concourir. Stupeur, injustice, incompréhension, les sentiments qui les envahissent se mêlent. Ils ne comprennent pas, pendant quelques jours du moins, car un communiqué du journal Le Monde publie que le gouvernement
étaient décidés à n'accepter aucun candidat communiste à l'ENA. L'explication est donc là. Leurs convictions politiques allaient entraver leurs rêves professionnels. Et ce n'est pas les démentis du secrétaire d'État, interpellé à l'Assemblée nationale les 14 et 4 novembre 1953, qui firent changer d'avis les 5 candidats. Ils saisissent en annulation le Conseil d'État, qui posa un arrêt de principe en matière de liberté d'opinion et d'égalité d'accès à la fonction publique, en considérant que, s'il appartient au secrétaire d'État chargé par les textes précités d'arrêter la liste des candidats admis à concourir, d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles donnent accès les études poursuivies à l'École nationale d'administration, et s'il peut, à cet égard, tenir compte de faits et manifestations contraires à la réserve que doivent observer ces candidats, il ne saurait, sans méconnaître le principe de l'égalité de l'accès de tous les Français aux emplois et fonctions publiques, écarter de la dite liste un candidat en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques. Or, pour vérifier que le motif des décisions du secrétaire d'État était seulement relatif à ses opinions politiques, le Conseil d'État usa de ce pouvoir d'instruction en exigeant de l'administration de produire les dossiers de candidature constitués par les requérants. Sans surprise, l'administration ne produisit rien et le Conseil d'État en tira la conclusion qu'il devait annuler les décisions de refus des candidatures au concours d'entrée à l'ENA qui lui avaient été soumises par un arrêt rendu en Assemblée le 28 mai 1954. Rassurant, non? Alors, Céline, ce mois-ci, vous avez reçu Franck Marmoz pour évoquer le nouveau statut offert aux entrepreneurs qu'est l'EIRL, entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Alors c'est vrai, nous avons discuté de bien en quoi elle consiste, cette EIRL, quels sont ses avantages, ses inconvénients et pourquoi il était nécessaire de créer une telle structure. Eh bien écoutez, nous regardons tout de suite. Alors l'EIRL, c'est l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qu'il ne faudra à l'avenir pas confondre avec l'EURL, qui est une SARL avec un seul associé, donc qui elle est une société. L'EIRL a été définitivement adopté par le Parlement, donc le 12 mai 2010, comme vous l'avez dit. Le texte est actuellement en cours d'examen devant les sages du Conseil constitutionnel. Et cette loi a été adoptée pour répondre aux besoins des milieux professionnels qui considéraient qu'ils avaient besoin d'une nouvelle technique d'organisation de l'entreprise destinée en réalité essentiellement aux petites entreprises, dites entreprises de subsistance, qui sont destinées à fournir essentiellement des revenus pour l'entrepreneur et sa famille. En conclusion de ce magazine, nous évoquons les journées du e-learning, colloque international organisé par le Centre de droit et nouvelles technologies en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et également avec l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur regroupés au sein de l'Université de Lyon, les universités lyonnaises, l'Université de Saint-Étienne. Alors, c'est vrai que ce colloque tiendra sa 5e édition déjà pour cette année. C'est devenu effectivement une référence nationale. Alors, on pourrait peut-être rappeler effectivement l'objet de cette manifestation et peut-être aussi ses origines. Alors, en effet, les journées du e-learning au départ étaient consacrées essentiellement à des aspects juridiques et le public s'étant largement aujourd'hui diversifié, ce n'est plus seulement le droit du e-learning qui est abordé, mais c'est également des questions d'ordre technique, d'ordre pédagogique, mais également des problématiques économiques liées au e-learning que l'ensemble des spécialistes invités viennent débattre finalement avec le public. Alors, ce colloque est intitulé donc pour l'édition 2010 « Au-delà des plateformes, la e-pédagogie ». Alors, c'est innovant. Après le e-teaching, finalement, qu'est-ce que serait la e-pédagogie alors ? Alors, en effet, l'objectif de ce colloque et des organisateurs du colloque est d'essayer d'être en avance et d'être à la pointe de la réflexion sur les nouvelles technologies, l'enseignement au moyen des nouvelles technologies. Alors pourquoi au-delà des plateformes tout d'abord ? Parce que finalement aujourd'hui, il faut dépasser la réflexion sur les simples outils, mais aller justement vers une réflexion sur les problématiques plus pédagogiques. Et c'est véritablement, notamment ce que rappellera l'un des intervenants au colloque,
colloque qui est Marcel Lebrun. Il faut dépasser la question de l'enseignement pour aller vers la question de l'apprentissage et voir comment parvenir à un bon apprentissage au moyen des nouvelles technologies. Donc voilà un petit peu pour les problématiques de ce colloque où de nombreux spécialistes viendront intervenir. Alors, pour celles et ceux qui sont intéressés, eh bien, vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce colloque et vous inscrire également sur le site lyon-elearning.com. Voilà, et on rappelle la date du colloque, 24-25 juin, grand amphithéâtre de l'Université Lumière Lyon 2, 16 quai Claude Bernard. Voilà, merci de nous avoir suivis et nous vous donnons désormais rendez-vous l'année prochaine. Et oui, eh bien, pour une nouvelle saison du magazine de la FDV.